Salut! Alors, c'est en ce mercredi soir, oui, je sais, on est un mercredi, je suis rendue un peu bizarre, avec cet éclairage savoureux, qu'on va lancer le nouveau vlog de la semaine avec déjà une lecture en cours, une lecture que je fais à reculons à 100%, mais c'est pour le travail, je dois la lire parce que je vais animer une rencontre avec l'autrice. Et c'est une lecture qui me sort complètement de ma zone de confort, à la fois par le sujet abordé, le type de roman, de lecture que c'est, donc un récit, et ben en fait, tout ça ensemble. Les sujets abordés, le type de récit, bref, blabla. C'est le livre, c'est un livre qui n'est pas si récent. Ça s'intitule Le Monstre et c'est d'Ingrid Falaise. Ça a été potentiellement adapté en série. Il y a aussi un volume 2 à ce récit-là. Et bien évidemment, c'est sans surprise un peu. Dans le fond, c'est un récit d'une femme qui a subi de la violence conjugale à l'extrême, dans le fond, qui a rencontré un monstre et qui va nous raconter un peu son cheminement. Elle va la rencontrer très tôt dans sa vie, soit à 18 ans, alors qu'elle se cherche beaucoup et tout, qu'elle n'a pas une relation vraiment de confiance. En fait, elle a toujours l'impression qu'il faut qu'elle plaise à tout le monde pour que ça fonctionne, puis pour que sa valeur soit potentiellement, son estime de soi soit quand même remontée. Et puis, il y a plein d'autres facteurs qui font en sorte qu'elle va tomber dans l'espèce de rouage et sous l'emprise d'un homme qui va complètement la détruire finalement. Et ben voilà, c'est son récit. Ça commence par une scène atroce, mais ça commence par une scène où elle essaie de se sortir de la situation. Donc, on comprend qu'elle s'en sort éventuellement. Mais après ça, elle va faire des retours, évidemment, dans le passé par petits chapitres pour nous faire vivre complètement comme si on y était la situation. Jusqu'à maintenant, c'est une lecture qui est horrible dans le sens où, pas parce que la plume n'est pas correcte, c'est un récit, donc c'est pas ça du tout. Et d'ailleurs, Ingrid Falaise écrit très bien, sa plume est vraiment, vraiment belle. Elle sait assez bien décrire l'horreur, mais aussi la beauté, donc elle a une plume très fluide, même par moments fleurie, mais évidemment que le sujet qu'elle aborde est effroyable. Donc pour moi, ça dépasse l'entendement de ma limite de ce que je peux supporter. Pas parce que je sais pertinemment que c'est malheureusement quelque chose qui est courant, quelque chose qui existe, quelque chose qui est clairement dans la société. Puis c'est pas parce que je le nie, c'est que je suis incapable je le vis comme si j'étais là. Je le prends comme une éponge. Je sais que c'est un récit, mais pour moi, c'est ce qui se passe avec mon type de personnalité et tout. Donc, c'est vraiment douloureux à lire. Mais bon, je me suis trouvé un truc au départ, je l'ai écouté en livre audio, et parce que c'est en fait, l'autrice le lit elle-même dans la version audio, c'est elle qui va donner voix à son récit. Puis je l'ai commencé, puis c'était trop troublant, j'avais vraiment l'impression que c'était quelqu'un qui nous racontait, qui s'assoyait, puis une amie qui s'assoit, puis qui nous raconte ça, puis qu'on était tétanisé et tout. Donc j'avais besoin d'avoir un certain détachement, que j'avais beaucoup de difficultés à avoir à cause du sujet abordé et tout. Donc j'ai finalement décidé de le lire en numérique et en voix synthèse volontairement. Et là, voyez-vous que la voix de synthèse, des fois, ça a une utilité. C'est-à-dire que dans ce cas-ci, ce que ça m'a permis, c'est d'avoir un certain, c'est pas très bon comme détachement, mais ça a favorisé un certain détachement qui me permettait de, quand même bien comprendre le récit, l'espèce de tourbillon de haine et de destruction qu'elle nous décrit, mais en limitant un peu les dommages de mon côté parce que c'est vraiment éprouvant pour moi. Donc, c'est ma lecture en cours. Je dois vous dire que j'ai très hâte de l'avoir terminée. Mais pour moi, c'était un incontournable. Je ne sais pas si parmi vous, il y avait des gens qui travaillent en bibliothèque ou même en librairie. C'est sûr que quand on anime une rencontre, c'est la moindre des choses d'avoir lu au moins. Bon, elle en a écrit deux, je ne lirai pas le tome 2. Je vais essayer de voir si je suis capable d'avoir accès au résumé. Mais je vais au moins avoir lu le premier tome pour avoir un peu comme plus une idée de qu'est-ce qui se passe et tout ça. Donc voilà, ça c'est ma lecture en cours. J'ai pas d'autres lectures audio pour le moment. Je sais pas dans quoi je vais me lancer, mais j'ai vu passer au travail quelqu'un qui lisait un auteur que j'ai toujours voulu lire, que j'ai vu passer plein de fois. J'ai même déjà eu le premier tome d'une de ses séries super connues dans ma bibliothèque super longtemps, puis comme je ne lisais pas, j'ai fini par le lire en croque-livre. Mais c'est les fameuses séries de Alexander McCall Smith, donc The Number One Ladies Detective Club, je pense, je me souviens plus, c'est quoi.
Et ça se passe, si je me souviens, de ce que j'ai compris, je pense que c'était au Botswana, en Afrique en tout cas. Puis, justement, c'est une enquêtrice qui est différente, que je trouve ça super intéressant, que pour une fois, on sort un peu des sentiers battus au niveau des enquêtes. On est dans une culture puis un monde qui est différent. Je ne connais pas le contexte de l'auteur. Je ne sais pas si c'est un auteur qui... C'est un auteur de ce que j'ai compris que ma collègue m'a dit qu'il était écossais, mais est-ce qu'il a déjà vécu en Afrique? Est-ce qu'il y a vraiment un contact avec cette culture-là? Ce serait plus intéressant pour moi s'il avait vécu en Afrique ou qu'il y avait dans son entourage peut-être proche quelqu'un qui était africain, qui faisait en sorte qu'il lui a donné envie peut-être de mettre ses intrigues dans ce contexte-là. Sinon, ben, c'est un peu délicat. Dans le fond, ça va dépendre. Ben, il va s'être basé sur quoi pour mettre ses histoires dans ce contexte-là. Mais bon, ça fait super longtemps que je veux lire, puis je me dis, si ça c'est en livre audio, il paraît que c'est une écriture qui est toute douce quand même. Puis peut-être qu'après après le monstre, j'aurais peut-être besoin d'un petit peu de douceur pour cette semaine, avant qu'on se lance finalement dans le Mars au féminin, où je vais lire seulement des autrices. Mais ça, comme c'est écrit par un auteur, ben, je me suis dit que je pouvais peut-être me lancer là-dedans. Donc, on verra ce que ça va donner. Mais pour le moment, mon objectif, c'est un objectif pro, un objectif pro de terminer cette lecture atroce mais nécessaire. En fait, cette expérience de lecture-là qui chamboule tout. Et là, je redis que c'est pas parce que l'autrice c'est terrible, c'est juste le sujet pour moi qui est terrifiant, puis je suis incapable de vivre ça en le lisant. Mais c'est très, 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 très bien à la fois écrit, construit. Donc, tu sais, jusqu'à maintenant, il y a juste des bonnes qualités. Mais j'ai besoin d'une petite bouffée d'air après ça. Alors voilà, c'est comme ça que je voulais lancer le vlog. Alors, sans plus tarder, allez, on lance le tout! Hey, bonjour! Alors, je vous prends, on est le vendredi 21 février, en fin de journée. Et ben, je vous prends parce que j'ai pas pu vous parler de la fin de ma fameuse lecture pro, que j'ai terminée finalement, pas en lisant en diagonale. J'ai poursuivi ma lecture en voie de synthèse. Ça m'a été salutaire parce que c'est vraiment quelque chose de très difficile à entendre. Bilan de mon côté. C'est certain que pour moi, c'est pas une expérience de lecture qui a été agréable, mais c'est pas en raison ni de la plume de l'autrice, ni du... Tu sais, c'est vraiment parce que le sujet, pour moi, était beaucoup trop ardu à recevoir. Mais je reconnais que c'est un récit qui est super habilement fait, dans le sens où la forme, le contenu, c'est quelque chose de terrible qu'on souhaiterait à personne qui arrive. Mais j'ai trouvé que la plume de l'autrice était agréablement, comme je vous dis, j'avais déjà dit agréablement, fluide, mais aussi par moments presque poétique. Il y avait vraiment beaucoup des effets d'image. On sentait beaucoup l'ambiance qui était évoquée. Pas juste la description, il y avait, oui, un récit chronologique un peu, ou même avec des retours dans le passé, mais qui était là, mais c'était surtout sa plume faisait en sorte qu'on ressentait encore plus fois mille qu'est-ce qui se passait puis ce qu'elle nous racontait. Puis il y a également eu il y avait également des alternances de narration, des moments où la narratrice, en fait, soit c'était des pensées intérieures ou qu'elle s'adressait à ses proches à l'intérieur, un peu du point de vue de la personne qui raconte son récit à la fin de tout l'événement, parce que dès le début, on comprend que en fait, dès le début, on comprend qu'elle va se rendre à la police, donc pour la suite des choses. Donc voilà. Écoutez, c'était marquant. Je ne suis pas certaine. J'aurais peut-être pu lire le tome 2, le monstre tome 2, qui se trouve à décrire, en fait, je me suis informée un petit peu parce que je ne l'ai pas lu, qui se trouve à décrire vraiment la période de post-événement. Ben, c'est pas que dans le fond, ben, post-événement, oui. Après ça, c'est la période de comment on réagit par rapport à ça. Est-ce qu'on peut se reconstruire? Si oui, comment on se reconstruit? Le parcours qui est absolument et souvent pas en ligne droite, qui va être chaotique, qui va avoir potentiellement des régressions, toutes sortes de choses qui vont se passer, et qui, bien entendu, va impliquer nécessairement
d'avoir de l'aide extérieure. Donc, c'est peut-être quelque chose que j'aurais pu lire, mais on me dit aussi qu'évidemment que là-dedans, comme c'est pas un parcours qui est facile, le parcours de la suite, le parcours de la reconstruction, surtout dans la mesure où des démarches essaient d'être faites au niveau de la justice, puis la justice, on sait qu'est-ce que c'est par rapport à la violence conjugale. Ça s'améliore, mais on n'est pas rendu là encore. Il y a aussi des bouts durs et tout, puis c'est c'est vraiment... Ma limite était dépassée à partir du premier tiers du livre. Donc, j'ai pas été en mesure de lire, mais je me suis quand même informée. Je pense que si vous êtes en mesure de recevoir ça, c'est quelque chose qui est super important. Ce qui m'a marqué aussi, c'est évidemment la finesse de la plume, malgré le sujet qui est abordé, puis l'espèce de transparence, honnêteté de la narratrice qui était là, dans le sens où elle va raconter et elle va se mettre en contexte, alors que des fois, ça a des réactions qu'elle sait pertinemment qui vont attirer des jugements extérieurs. Parce que bien évidemment, quand on est sous emprise, il y a des réactions qui sont complètement incompréhensibles pour les gens de l'extérieur. Par exemple, pourquoi on reste dans des contextes comme ça. Puis j'ai trouvé là-dessus que, à travers justement des parcours où elle va parler de son discours intérieur et tout, je pense qu'elle a eu vraiment... Elle nous partage vraiment comme toutes les facettes de la médaille. Et pas dans le sens pour excuser quoi que ce soit, vraiment dans le sens de dire, ben, je le vois, les décisions que j'ai prises qui sont pas les bonnes. Pendant que j'y étais, j'ai changé d'idée à peu près 25 fois en 5 minutes, plusieurs fois de suite. Donc, on comprend vraiment le côté de l'emprise. Donc, quelqu'un qui essaie de se sauver, mais qui finalement non. Puis c'est pas toujours parce que la personne est là pour le ramener, c'est parce que l'emprise est tellement forte que même s'il y a un instinct de survie qui peut surgir spontanément, il peut s'éteindre tout d'un coup aussi. Donc ça, c'est très fort, puis c'est très... Comme je vous dis, j'ai trouvé que c'était comme d'une honnêteté, authenticité vraiment appréciable dans ce cas-là. J'ai vraiment trouvé ça extrêmement bien fait. C'est pas du tout pour moi, mais c'est extrêmement bien fait. Puis je pense qu'en effet, c'est quelque chose que, dans la mesure où les gens peuvent le recevoir, c'est quelque chose qui devrait être potentiellement lu. En tout cas, du moins, le premier, dans certains... C'est toute une prise de conscience. Je sais pas si... puis là, quand je dis ça, je suis consciente que ça existe déjà, c'est pas ça, mais c'est vraiment être plongé au cœur de ça, au cœur de l'emprise. Et au cœur de l'emprise, puis ce qui est marquant aussi, c'est que ça, ça secoue tous les préjugés aussi, dans le sens où on a toujours l'impression que c'est pas de quelqu'un qui est proche et que ça nous arrive, alors que c'est pas la réalité. Ça arrive toujours, justement, des gens qui sont proches puis qu'on voit pas nécessairement. Mais dans ce cas-ci, c'était une jeune fille qui avait vécu dans un foyer relativement aimant, avec des parents qui étaient ouverts d'esprit et tout, mais elle a vécu des choses aussi que personne n'a jamais su. C'est ce qu'on comprend un peu vers la fin du livre, qu'il y a peut-être eu d'autres choses qui se sont passées en amont, pas nécessairement en lien avec le monstre, mais qui peut-être auraient potentiellement conditionné un peu ces mécanismes, en fait, psychologiques qui font en sorte que peut-être elle était plus vulnérable à ce genre d'emprise-là. Mais bref, ça pour dire que je l'ai lu. C'est derrière moi, entre guillemets, comme lecture, mais ça peut pas... Ça laisse personne indifférent. J'ai eu beau essayer de me détacher le plus possible de l'affect en tant que tel, mais c'est sûr que tout le restant me reste en tête. Donc, si ça vous dit, allez-y, mais forcez pas le moment si vous sentez que vous n'êtes pas capable de recevoir ça. Mais c'est extrêmement bien écrit. Alors, voilà pour la lecture pro que j'ai fini par faire, terminer. Et j'ai vraiment tergiversé pour la lecture d'ensuite. J'ai essayé je ne sais pas combien de livres. J'étais en train justement ben, j'étais en librairie parce que je fais des achats pour les bibliothèques. Je voyais des livres passer. Ça me faisait penser à des auteurs. Sur ma pause midi, je jetais des trucs vraiment rapidement en me disant « Ah, peut-être que ça. » Puis finalement, j'ai décidé je me suis lancée vers un auteur que j'avais que j'ai vu passer. J'ai vu passer ses livres en traduction française chez Sonatine. Mais j'avais vu, j'avais été un peu attirée et tout, mais je n'avais pas nécessairement réalisé ce que c'était. Et c'est les livres de Robert J. Lloyd. Donc, c'est une duologie jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si ça va être il va y avoir plus de tomes. Mais le premier tome, c'est The Bloodless Boy, en français, La Société Royale. Et ça met en scène... ça se passe en 1678, je crois. 77 ou 78, juste après qu'il y a eu en fait la chute de la monarchie par l'espèce de complot qu'il y a eu avec Cromwell, qui a
qui a fomenté pour que la monarchie tombe. Et on va être avec dans la période où il y a le roi, je me souviens plus c'est qui, je pense que c'est Charles II, qui essaie de remettre, ben, je sais pas, remettre en selle la monarchie, mais évidemment qui se fait faire dans le fond, il se fait empêcher par plein de monde qui voudrait en fait s'assurer que ça ne revienne pas et tout. On est dans ce contexte-là, on est dans un contexte où un matin, il va y avoir un jeune garçon de 2 ans qui va être retrouvé près d'un chantier. Dans le fond, c'est la Tamise qui est venue, qui est transformée en canal et tout. Et il va être retrouvé, donc mort dans la neige. Mais il va être retrouvé, puis on va réaliser qu'en fait, il n'y a plus de sang dans son corps. Puis qu'il n'a pas été non plus... Il n'était pas en train de se décomposer. Puis qu'il y a comme des espèces de cryptogrammes qui sont sur lui, qui sont un petit peu bizarres. Donc, ça va être comme ça. On va faire appel finalement à j'ai un blanc là, Docteur Hook, je pense que c'est ça, qui est un professeur émérite, mais qui fait partie de la Société royale pour, je l'ai juste en anglais, mais pour l'amélioration des connaissances par rapport à la nature humaine, chose comme ça, en traduction libre et tout ça. Et bon, à l'époque, c'était un peu comme ça fonctionnait. Et dans le fond, il va y avoir lui et un de ses disciples qui va être là, qui vont être là pour, en fait, vu qu'ils ont l'équipement, ben, essayer de donner leur expertise par rapport au corps, comment il est mort et tout, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas nécessairement, ben, ça pleuvait pas, disons, mon Dieu, j'ai pas mes mots, fin de journée, des coroners et des gens qui pouvaient faire des enquêtes, des autopsies et tout. Et dans le fond, on va les voir un peu arriver à tirer des conclusions. Puis on est vraiment dans un moment où les connaissances commencent à arriver. On est dans le contexte du 17e siècle. On est encore avec l'idée de le corps fonctionne avec des humeurs, il y a encore des saignées, on n'a pas encore découvert c'est quoi le facteur Rhésus. Puis là, on va vraiment comprendre, ça évoque tout de suite quelque chose qui peut être typiquement relié à une religion. Fait que là, on se dit, oh mon Dieu, il y a des certaines croyances qui font en sorte qu'on se dit, si on prend le sang d'un enfant, puis là, on part vraiment dans quelque chose qui est genre religion ou sorcellerie, mais tout ça dans le contexte d'une enquête régulière, dans un contexte où, évidemment, que si ça implique des grandes personnes populaires de la société, des éminences, on sait bien que la justice ne va pas nécessairement se rendre. Donc, à date, c'est une ambiance super intéressante. Ça m'a un peu fait penser à, puis là, évidemment, je ne le retiendrai pas, mais à, je vais mettre la vignette, c'est un roman qui a été fait récemment, puis qui se passe, par contre, ça, je pense que c'est au 19e siècle que ça se passe par un auteur français, mais c'est vraiment des romans qui sont comme des thrillers scientifiques. Ça me fait un peu penser à ça, mais là, dans ce cas-ci, c'est des thrillers scientifico-historiques parce que la période dans laquelle ça se passe est vraiment importante. Donc, je suis là-dedans, je l'ai en audio, j'ai réussi à y avoir accès en audio sur une plateforme à laquelle j'adhère et tout, mais là, j'étais comme, ah, mais j'aimerais ça pouvoir le faire avancer parce que c'est vraiment dense. Il y a beaucoup de personnages. C'est super bien écrit, mais c'est une écriture super lente. On est dans la description. C'est pour ça que ça me fait vraiment penser justement à l'écriture de celui dont j'oublie le nom. Donc, c'est important de se retrouver qui est qui. Puis là, je me suis dit, ouais, ça se peut que ça me le prenne en numérique, mais il n'est pas disponible nulle part en emprunt. En tout cas, au Québec, c'est incroyable en anglais, là, parce que je pourrais peut-être l'avoir en français, mais ça ne me tentait pas nécessairement. Bref, comme je me disais qu'il faudrait que j'aille en numérique, je me suis dit, bon, OK, puis finalement, je l'ai acheté en numérique en version originale. Ce qui me donne un peu une idée de mon intérêt, parce que c'est pas vraiment mon genre de faire ça. Mais je l'ai acheté en numérique, donc ben voilà. C'était juste ça, mon histoire. J'ai comme eu un genre de coup de foudre impromptu. Pas un coup de foudre, mais un frétillement d'intérêt pour ce livre, alors que j'étais pas du tout enlignée pour ça. Et ben voilà, c'est ce qui va se passer pour cette semaine. Donc, livre audio, livre numérique, on verra. Puis ben, de toute façon, je vais revenir avec la suite ultérieurement. Je devrais techniquement avoir potentiellement un bocal de biblio qui s'en vient. Puis, ben, puis autre chose, le cas échéant. Allez, à tout de suite!
on se retrouve en ce lundi 24 février. Journée de congé! Yeah! Alors, ce segment-ci va être consacré à des book hauls. Donc, book haul biblio principalement, puis quelques achats. Vous avez vu, je vous ai mis des petites images. Je suis allée en librairie. J'ai fait quelques achats dans ma résolution Acheter mieux. J'en ai d'autres que j'ai reçus qui étaient plus dans l'ordre des éditions collecteurs. Ceux-là, je vais peut-être vous les montrer, mais peut-être plus sur TikTok. Là, je ne vais pas nécessairement mettre l'accent là-dessus. C'est vraiment plus des éditions collecteurs que je vais prendre au fur et à mesure. Donc, c'est pas nécessairement, ça va être soit des auteurs que j'ai déjà ou que je voulais absolument avoir cette édition-là et tout. Donc, c'est pas nécessairement, c'est plus des consommations. Donc, c'est pas nécessairement mon but. Mais les titres que je mets, que je fais des achats en achetant mieux, c'est des choses que je veux quand même mettre de l'avant. Alors, c'est parti. Je suis toujours dans la lecture de mon fameux Robert J. Lloyd de Bloodless Boy, donc La Société Royale en français. Et j'aime beaucoup. C'est juste que c'est super dense. Puis à l'audio, il faut souvent que je revienne en arrière, pas parce que c'est mal écrit, parce que je manque vraiment des informations. Donc absolument, à l'audio, j'ai une bonne tolérance, même si je saute quelques trucs, que j'arrive à me rattraper. Mais comme ce roman-là, et justement, il y a un contexte qui est sociopolitique, qui est très présent. On joue dans le fond avec des personnages historiques, des faits historiques déjà. Donc, c'est super important de savoir qu'est-ce qui s'est passé, parce que des alternances, c'est toujours un narrateur omniscient, mais on a des points de vue qui sont potentiellement différents. On va suivre différents personnages. Donc, évidemment, ceux qui sont supposément du bon côté, d'autres qui ont l'air de vouloir contester, mais finalement, on ne sait pas trop si c'est finalement ceux qui contestent qui devraient être ceux qui sont considérés comme du bon côté. Cette dynamique-là, parce que ça se passe quand même à l'époque où la royauté avait été renversée par le système parlementaire en Angleterre en 1677-16, je me souviens plus. Puis, en fait, tout ce qui s'est passé comme temps tumultueux après. Donc, c'est une période historique que je connais pas beaucoup, que j'ai d'ailleurs connue parce que j'ai eu une question à ce sujet-là. Une question d'une usagère à la bibliothèque où j'étais qui me demandait des romans qui se passaient dans cette période-là. Puis, il n'y en avait pas tant que ça, finalement. Puis, j'avais vu un roman passé de Robert Harris. Je pense que c'était The Act of Oblivion, quelque chose comme ça. Puis, ça se passe vraiment juste après la fameuse... le fameux renversement. En fait, ça m'a comme donné envie d'en apprendre un peu plus sur la période. C'est ça un peu, je pense, qui m'a attirée vers le livre. Donc, c'est super intéressant, mais je vais vraiment lentement. Donc, cette semaine, j'ai l'impression que je vais encore avoir genre un roman plus peut-être des petites lectures en plus, mais bon, c'est ça ma semaine, ça ressemble à ça. Sinon, allons-y avec le biblio. Oui, le biblio book haul. Alors, tout d'abord, j'ai un copain qui est allé assez gentiment me chercher mes réservations à la bibliothèque parce que j'avais pas le temps d'y aller. Et j'ai accès à 2 BD que j'ai beaucoup vu passer sur les réseaux et que je suis vraiment contente de pouvoir lire. Donc, c'est 2 BD européennes. Tout d'abord, on a celle-ci ici qui est Globe-Trotteuse. Globe-Trotteuse, c'est Le Tour du monde de Nelly Bly et Elisabeth Bisland. C'est de Vologe ou Voloy et Rochelot. Donc, Julie Rochelot, c'est chez Dargaud. Et je vais vous lire la 4e de couverture. New York, 1889. L'intrépide journaliste Nelly Bly décide de battre le fameux record fictif imaginé par Jules Verne et de réaliser le tour du monde en moins de 80 jours, pour le compte du New York World. Attiré par la publicité et l'engouement du public pour cette aventure, un journal concurrent dépêche une autre femme journaliste, Elisabeth Bisland, pour la coiffer au poteau. S'engage alors une course contre la montre, les éléments et le sexisme. Ça a l'air super intéressant. Il y a vraiment des bonnes critiques sur cette BD-là. Le visuel est un peu surprenant, mais c'est du Julie Rochelot, donc je m'attendais à ça. C'est intéressant. C'est toujours un peu... c'est un petit peu comme texturé, puis un peu tremblotant d'émotion, disons. Là, j'aime bien quand c'est comme ça. Je vais voir si on a un autre ici, peut-être, une autre planche. Donc, super hâte de découvrir ça. Vraiment contente d'avoir pu mettre là-dessus, la main là-dessus à la bibli. Sinon, celui-là que j'ai vu passer chez... Je me souviens plus. Ça fait pas longtemps en plus que j'ai vu passer. Je me souviens plus, ça va me revenir. Ah oui, c'était Mrs. Book Armand que j'avais vu, en fait. Donc, c'est celui-ci. Donc, c'est Minuit passé. Et c'est de Gaëlle Genillier, chez Delcourt Mirage. Il me semble que c'était la créatrice qui avait fait... oui, c'est ça, Le Jardin Paris. Je mettrai la vignette que j'avais vraiment beaucoup aimée. Donc, ceci. Et à l'arrière, tout ce qu'on a, c'est une citation qui dit « Si ce que me raconte la maison me fait peur, c'est parce que je n'ai pas encore compris ce qu'elle voulait me dire. Ça viendra. » Donc, on est dans quelque chose supposément de ambiance gothique, donc fantôme, présence,
C'est pas nécessairement une BD d'horreur, mais c'est vraiment une BD d'ambiance. Je vais regarder un peu. En plus, l'objet livre est quand même intéressant. Là. Il y a, je sais pas si on va pouvoir le voir, mais il y a un jaspage qui est sur toute la surface. C'est des dessins qui sont un petit peu plus au trait bien définis. Ben, ça ressemble un peu à ce qu'on avait peut-être dans le Jardin Paris. Camailleux plus jaune vert. Ah, camailleux qui change dépendant des moments. Donc ça aussi, ça m'intrigue vraiment. Alors voilà. Et sinon, je vais aller récupérer. Ça, c'est un. Ben, c'est considéré comme un album jeunesse, mais je pense qu'en fait, c'est de la BD. C'est juste qu'ils ont été mis en album, mais c'est de la BD, puis c'est une BD tête bêche. Donc, que j'avais vu passer. C'est une nouveauté. Ça fait 1 mois ou 2, je pense que c'est paru au Québec. Ouais, c'était à l'automne 2024. Donc, c'est. Ben, il y a 2 titres. Ouais. Donc, c'est une œuvre de Pierrette Dubé et Samuel Quentin, et c'est chez Monsieur Ed. Et c'est. Voilà. Le jour de la réglisse à la barbe à papa. Et le jour de la réglisse à l'air féroce. Donc, ça a l'air vraiment drôle. Oui, dans le fond, ça va être écrit en bas comme 4e de couverture. D'un côté, suivez Juliette dans une course folle vers la réglisse à la barbe à papa. De l'autre, encouragez Mathéo dans sa course vers la réglisse à l'air féroce. Donc, super intéressant. Puis vraiment un principe tête bêche. Donc, c'est comme ça ici, comme principe visuel de narration. Et quand on va à la fin, on a, ben, si on ne tourne pas, donc on a une narration qui va aller pour l'autre histoire. Super belle proposition, je trouve, de M. Ed. Les têtes bêches, c'est toujours surprenant. C'est toujours un peu un défi au niveau des bibliothèques pour les décrire dans les catalogues. Parce que souvent, les gens vont penser que c'est 2 titres, mais en fait, c'est 2 titres, mais je veux dire que c'est 2 livres différents. Donc ça m'intéresse bien. Donc, littérature québécoise, édition M. Ed, super intéressante. Hein? Ils ont toujours une ligne éditoriale assez audacieuse. Ils font peu de publications, mais c'est des publications qui sont quand même toujours, qui sortent vraiment toujours des sentiers battus. Et enfin, pardon, ça c'est grâce à Laura's Readings qui fait ses petits reels quotidiens parce qu'elle est en train de faire le défi petit mois, petite lecture de Le souffle des mots. Et elle a découvert un graphique qui lui avait été prêté par une de ses amies. Et je l'ai vu passer, puis ça a donné que je me suis rendu compte qu'une des bibliothèques auxquelles j'étais inscrite. Donc, ma fameuse bibliothèque qui est loin de chez moi. Là, je pense que j'ai beau essayer des bibliothèques plus proches de chez moi, c'est celle-là qu'elle a un fond au niveau graphique, roman graphique, BD, elle a toutes les nouveautés, un fond super développé. Et voyez-vous, c'est un livre qui est paru en 2022. Et j'ai réussi à l'avoir, il l'avait là. Donc, c'est 16e printemps. Et c'est de Yunbo. Je le prononce sans doute pas bien. Donc, Yunbo, c'est chez Dargo. Et à l'arrière, c'est indiqué. Tu es une jeune plante qui doit encore grandir, s'épanouir et dévoiler la fleur qu'elle a à l'intérieur. À 5 ans, alors que ses parents se séparent, la jeune renarde Yihu part vivre à la campagne chez son grand-père et sa tante. Elle va y croiser Paulette, une poule rejetée par les siennes qui a décidé de changer de vie. Donc, c'est vraiment une histoire qui est vraiment sur un peu le rejet, mais j'ai trouvé ça super intéressant. Ça fonctionne par chapitre. Puis regardez les visuels, comment c'est intéressant. Vraiment chouette. Laura's Readings a eu un coup de cœur pour ça, puis ça ne m'étonne pas. Je vais y aller comme ça. Je pense même que peut-être que je vais en faire ma lecture d'aujourd'hui. Ça m'intrigue. Donc, voici pour le book haul de bibliothèque. Et sinon, si vous me voyez faire un mouvement comme ça, c'est parce que j'ai mon chat. J'ai dérangé mon chat pour m'installer ici pour faire la vidéo. Évidemment, mon chat n'était pas très content. Et ben voilà, là, il décide de vouloir avoir de l'attention. Donc, ça se peut que je fasse des mouvements qui ont l'air étranges, mais c'est parce qu'elle est en dessous du cadre de la caméra. Alors, sinon, j'ai fait quelques achats en librairie hier. En fait, j'ai commencé par un que je reçois toujours, qui est un abonnement que j'ai. Oui, on peut être abonné à des essais au Québec. Je vous le dis à chaque fois, mais peut-être que vous ne le savez pas. Donc, pour les nouvelles personnes, c'est fait. C'est chez Atelier 10, la collection documents. Donc, c'est des petits essais, des courts essais de moins de 100 pages qui paraissent, je pense que c'est des semestriels. Ouais, il y en a 2 ou 3 par année, je ne me souviens plus. Ça doit être... Bref, aux 4 mois, j'imagine. Et celui qui vient juste de paraître que j'ai reçu, c'est les paysages intérieurs de Catherine Damour. Le sous-titre, c'est Solastalgie, mémoire et territoire. Donc, c'est le Solastalgie. Alors, je vous lis le 4e parce que, bon. Les changements climatiques entraînent des bouleversements qui frappent l'imaginaire et font les manchettes. Mais certains impacts sont plus subtils, plus intimes. La perte de la neige en décembre, par exemple, ou celle de l'odeur d'une fleur qui embaumait jadis nos étés. Ce deuil des paysages disparus ou transformés a un nom, solastalgie.
Dans cet essai, Catherine Damour ancre ce concept encore neuf dans le territoire québécois, sur les battures du Saint-Laurent comme dans les ruelles de Montréal. Portée par une quête de beauté, l'autrice mène une lutte contre l'amnésie collective, cette posture d'ignorance volontaire qui nous permet de mettre l'éco-anxiété en sourdine. Elle tente ici de trouver un autre vocabulaire pour aborder cette crise qui nous remplit d'angoisse. Ça a l'air hyper intéressant. Puis même si j'ai déjà un essai prévu dans Mars au féminin qui s'en vient, qui n'était pas celui-là, peut-être que si j'arrive à lire, ça serait bien, je trouverais ça vraiment intéressant. Puis comme je vous disais, réveillez-vous, Catherine Damour, c'est une professeure rechercheuse à l'école de design de l'UQAM, designer, artiste multidisciplinaire et mère. Elle était faire partie du courant mère, pas mère au pouvoir, mais je me souviens plus de dont fait partie Anaïs Barbeau-Lavalette. Puis en fait, cette collection-là, c'est basé sur le fait que c'est quelqu'un qui a un intérêt pour un sujet et qui va en faire un essai. Donc, évidemment, avec ses propres, dans le fond, ses propres fondements, souvent il y a des sources et tout, mais c'est habituellement pas des gens qui sont des spécialistes du sujet. Donc, c'est ce que je trouve intéressant parce que justement, c'est une bonne façon pour aborder un sujet d'un point de vue néophyte. Là, je dis pas ça dans le sens que c'est pas des spécialistes, donc c'est pas bon, pas du tout. C'est des gens qui, on voit vraiment que ça a été documenté et tout, mais c'est juste que justement, comme c'est pas leur spécialité, ils ont souvent un souci d'aller chercher des sources qui sont différentes des autres, qui sont des sources qui sont valides et intéressantes, mais c'est peut-être pas les sources auxquelles on pourrait s'attendre si ça avait été par exemple un chercheur ou une chercheuse dans ce sujet-là qui avait fait le livre. Donc, celui-ci que j'ai reçu en abonnement. Et sinon, j'ai acheté 3 trucs. Premièrement, un roman d'un auteur que ça fait longtemps que j'ai pas relu dans des plus récents, et c'est mon fameux John Irving, que j'aime depuis toujours, que j'ai beaucoup connu avec ses romans du milieu de son œuvre, donc par exemple, évidemment, Le Monde selon Garp, je les ai lus en anglais et en français. Le Monde selon Garp, Une prière pour Owen, L'œuvre de Dieu, la part du diable, L'Hôtel New Hampshire, principalement dans ceux-là. Puis, bien, dans le fond, dans les plus récents qu'il a fait, il est vraiment sorti un peu des cases habituelles. Puis, ça venait moins m'interpeller. Dans celui-ci, c'est celui qui vient de paraître en français. Lui, il est paru en anglais depuis un an, je pense. Mais il est paru en français, c'est chez Seuil, je pense. Puis, c'est, je crois, L'Hôtel Jérôme, l'Hôtel, je me souviens plus. Je vais vous mettre ça ici, la 4e. Puis, dans le fond, c'est décrit comme étant une histoire de fantômes et d'amour qui s'étend sur 8 générations de politique et de sexualité. De sexual politics, donc de politique impliquant la sexualité. Mais c'est ça, c'est pas très surprenant avec John Irving. Ça commence à Aspen, au Colorado, en 1941. Et je ne sais pas comment ça peut s'écrire. On va suivre Rachel Brewster, qui se fait appeler Little Ray, qui est une skieuse de slalom et qui va, en 1941, presque terminer sur le podium dans le National Downhill and Slalom Championships. Mais malheureusement, elle ne va pas atteindre le podium, mais elle va tomber enceinte. Et dans le fond, elle va revenir à la maison, en Nouvelle-Angleterre, évidemment, et va devenir une professeure de ski. Son fils, Adam, qui va grandir dans une famille atypique et va jamais vraiment chercher à en savoir plus sur son passé. Par contre, des années plus tard, Adam va aller à Aspen, et ça c'est l'hôtel Jérôme, et il va retourner à l'hôtel Jérôme où il a été conçu, et il va rencontrer quelques fantômes du passé, et ce ne sera pas les premiers ni les derniers fantômes qu'il va voir. C'est ça la 4e qui a été mise, dans le fond, on traduit directement de de mon expertise amateur, disons, de traduction. Donc, je me suis dit, allons-y. J'avais envie de renouer avec John Irving, puis je me suis dit que j'allais y aller avec un qui me tentait. Le prochain aussi qui s'en vient, qui est pour la fin de l'automne 2025, j'ai déjà précommandé. Ça s'appelle Queen Esther. Ça a l'air vraiment bon aussi. Donc, j'essaie de voir si je suis capable de renouer avec John Irving parce que j'ai toujours aimé sa plume. C'est une plume c'est toujours des briques. C'est toujours un roman choral qui va dans plein de directions à la fois puis qu'on finit par retracer. Ça a toujours des allures un peu banales, mais finalement, ça aborde souvent des sujets qui sont assez durs. Il y a souvent des secrets de famille, des traumas, mais c'est tellement bien écrit, habituellement, John Irving, donc je vais voir, j'espère que je ne serai pas trop déçue. C'est un livre de, comme toujours, 890 pages. Donc, je vais sans doute essayer de lire en livre audio pour m'aider un peu aussi. Donc, ça, voilà, pour une acquisition. Donc, un auteur que j'avais vraiment envie de découvrir.
Sinon, un essai dont j'ai entendu parler à la grande librairie parce qu'il y avait une rencontre de cette journaliste-là ainsi qu'un philosophe, je me souviens plus c'est quoi son nom, qui ont sorti tous les deux des livres en même temps. Et ça m'a vraiment, vraiment, ça a vraiment attisé ma curiosité et c'est celui-ci. Donc, c'est Résister de Salomé Saké. Je ne sais pas si. Ouais. De Salomé Saké, c'est publié chez Payot. C'est une petite opuscule. Et dans le fond, c'est un petit peu pas le pendant, mais le fameux suivant le Indignez-vous qu'on avait eu beaucoup. Elle fait vraiment le parallèle en disant c'est beau de s'indigner, mais à un moment donné, il faut aussi passer en mode résistance ou en mode action. Puis à l'arrière, ce que ça dit, c'est l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Dans les urnes comme dans les esprits, ses thèmes, son narratif et son vocabulaire s'imposent. Il est encore temps d'inverser cette tendance à condition de comprendre les rouages de cette progression et de réagir rapidement. Donc, je trouvais que dans le contexte actuel, c'est quelque chose que je trouvais très intéressant. C'est un opuscule qui fait moins de 135 pages environ. Donc, ça aussi, super intéressant. Et enfin, ça, c'est vraiment... J'admets que ça, c'était dans le acheter mieux, mais je l'ai vu passer, puis ça me semble être dans le même ordre d'idées que le premier livre que j'ai lu dans ce blog-ci, qui s'appelle Monstre. Ça me donne une vibe de ça. Mais j'ai trouvé que j'ai été honnêtement attirée par le format, parce que je suis toujours attirée par des formats courts, des auteurs qui font de la fiction avec un nombre de pages restreint. Je trouve ça toujours que c'est un défi au niveau artistique, puis au niveau, c'est ça, dans le fond, habilité de la plume. Donc, par évidemment le format, puis en plus par la couverture chez J'ai lu. Vraiment, je connaissais absolument pas l'autrice. Donc, c'est Offense de Constance Debré, et c'est chez la collection chez J'ai lu. Et c'est un opuscule qui fait 94 pages, 95 pages. Et je voulais la quatrième de couverture qui est un extrait du livre et qui a une ponctuation particulière. Donc, soyez indulgents si je n'ai pas les pauses au bon moment. Un meurtre, c'est fait pour que quelque chose s'arrête. Est-ce que c'est possible que les choses s'arrêtent? Que ce ne soit pas toujours le même aplat de tout, sur le même ton, à la même vitesse, qui vous avale, irrespirable, le souffle court, ne plus avoir d'oxygène au cerveau à force? Est-ce que c'est possible que tout le monde se taise? Que le bébé se taise? Que sa mère se taise? Que le dealer se taise? Que les flics se taisent? Que les juges se taisent? Que tous, ils se taisent? Qu'ils fassent ce qu'ils veulent de lui, il leur donne son corps, mais qu'il puisse se taire, qu'il le laisse ne plus répondre. Donc, ça a l'air vraiment troublant. Vous allez trouver ça bizarre parce que c'est pas le genre de truc absolument qui est pour moi, mais là, je me suis dit, pourquoi pas? J'avais vraiment envie de découvrir cette plume-ci dans ce format-là. Et voilà, donc lecture coup de poing, coup de cœur. Alors voilà pour mes achats de Acheter mieux. Et bien, c'est tout pour ce giga segment de la mort. Donc, book haul et Acheter mieux. Et ben nous, on se revoit quand je peux, éventuellement. Si je lis justement la fameuse BD, le 16e printemps, je vais vous en parler. Allez, à tout bientôt! Et bonjour! Alors, on est toujours lundi, plus en fin de journée, en fait. Et comme souhaité, j'ai finalement lu le fameux 16e printemps de Yunbo, chez Delcourt, pardon. Et c'est très touchant. J'ai pas eu le coup de cœur espéré, mais c'est simplement parce que c'est vraiment une histoire qui... c'est un peu un conte philosophique. Donc, ce petit côté-là, des fois, pour moi, ça c'est ce qui fait que ça, je vais pas me rendre nécessairement au coup de cœur. Mais c'était tout ce qu'en a dit Laura's Reading. C'est vraiment une histoire à la fois triste et tendre. C'est une histoire qui met en valeur l'importance du lien avec l'autre pour l'épanouissement. L'importance de l'épanouissement dans la vie, peu importe la forme que ça prend. C'est sur fond d'une jeune fille qui
dans le fond, ses parents vont se divorcer et elle va se retrouver à devoir habiter chez son grand-père et sa tante. Je sais pas si j'en ai parlé, donc je prends pas de chance. Et elle va jamais comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Son père va finir un jour par le laisser chez son grand-père et sa tante, puis il va jamais comme venir la rechercher, il vient la voir pas très souvent. Elle sait pas pourquoi ses parents sont divorcés. Elle a une grande difficulté à vivre cet abandon-là. Elle a 5 ans quand elle arrive chez son grand-père et sa tante. Et ben c'est ça, elle va beaucoup être en réaction. Elle va avoir des grandes colères pour comme essayer d'exprimer en fait son incompréhension, sa détresse et tout ça. Puis à l'école, ça ira pas nécessairement bien. Évidemment, elle n'aura jamais de nouvelles de ses parents de toute façon. L'école comprend pas trop. Même l'oncle et le grand-père et la tante, ben sont pas vraiment là pour elle non plus. C'est pas des mauvaises personnes, mais ils sont comme pas vraiment là. Personne ne se rend compte quand ses vêtements sont rendus trop grands. C'est pas qu'elle manque de quelque chose techniquement, mais c'est comme s'ils s'attendent à ce que peut-être elle leur signale s'il y a quelque chose qui marche pas, mais tu sais, c'est encore une enfant. Puis un jour, elle va rencontrer une poule qui a emménagé dans ce village-là, mais c'est un village de renards. Donc, renard-poule. D'habitude, c'est pas nécessairement la bonne combinaison. Et c'est une poule qui est différente, on le sent tout de suite. Et cette poule-là va croiser le chemin de la petite renarde qui s'appelle Yowu. Et ben, la vie pour elle va changer. Au départ, elle va être en grosse réaction, mais cette poule-là va comme prendre le temps de l'écouter sans nécessairement masquer ses réactions aux éclats de colère de la petite, dans le sens où ça va quand même au moins donner un repère à la jeune Yowu que des fois, les éclats de colère, c'est peut-être ça peut faire sursauter les gens. Ils peuvent ne pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis elle l'invite beaucoup à s'exprimer, mais on voit vraiment que la petite Yobu a tellement été enfermée dans ce qu'elle vit puis ce qu'elle comprend pas. En fait, ce qu'elle est en train de vivre puis dont elle comprend vraiment pas le contexte et le pourquoi. Elle s'est enfermée là-dedans, qu'elle n'est même pas capable d'identifier ses émotions, elle n'est pas capable de dire ce qu'elle souhaiterait, ce qu'elle aimerait avoir, ce qu'elle souhaiterait vivre, c'est quoi ses passions et tout. Donc, on sent vraiment ça. Puis tranquillement, cette poule-là qui a une passion pour les fleurs va prendre soin de Yeowu et un peu l'espèce d'analogie, c'est avec un jardinier qui va finir par récupérer une plante qu'on pensait qu'il n'avait pas nécessairement d'avenir, mais qui finalement va en avoir un. Et il y a un très fort lien qui va se développer. Dans le fond, ça va devenir la mère choisie, disons, de Yeowu. Donc, elle va la choisir comme personne importante dans sa vie. Et on va suivre Yeowu tout au cours de son adolescence et jusqu'au moment où, éventuellement, elle va décider de peut-être quitter le village. Mais alors qu'au début, on aurait pu comprendre qu'à chaque instant, elle aurait pris l'occasion de se sauver, puis de partir en claquant la porte. Puis là, on sent que si elle quitte, au moment où elle quitte, c'est qu'elle ne va pas quitter en réaction à quelque chose, mais elle va quitter parce qu'elle a l'impression que ça va lui permettre de découvrir plein d'autres horizons, puis que peut-être qu'elle va réussir à finalement être capable de mieux déterminer dans quoi elle va se sentir à l'aise, mais elle ne part pas en réaction. Donc, c'est super beau, c'est super tendre, il y a des super belles réflexions, comme je vous disais. Le personnage de la poule, on aimerait tout avoir cette poule-là dans notre vie. Ça aborde, ben, comme je vous dis, aussi l'abandon, le, le lien parental biologique versus le lien parental d'adoption ou choisi, parce qu'elle habite quand même chez le grand-père et la tante, donc techniquement, c'est comme si c'était un peu adopté, mais eux, ils l'ont jamais adopté, donc c'est comme si, puis, et inversement. Mais ça aborde aussi beaucoup le fait que, dans le fond, on peut toujours penser en dehors de la plate-bande. Donc, la poule, en fait, elle est là. On comprend qu'en fait, elle est là parce qu'elle a quitté où elle habitait, dans une ville de poules, où tout le monde avait des enfants. Puis elle est incapable de pondre. Donc, c'est pour ça qu'elle s'est ramassée à être différente un peu des autres. Puis elle a décidé d'aller à cet endroit-là parce que, justement, il fallait qu'elle fuit et tout. Donc, quand on referme ça, on le referme avec un sentiment d'émotion douce, mais en même temps de réflexion profonde. Donc, c'est très typique là, de ce à quoi je pouvais m'attendre d'une plume plus asiatique. Je pense que je sais pas si c'est... Je sais pas de quelle origine est l'autrice. Peut-être qu'elle n'est pas... Est-ce qu'on a plus d'informations? J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, ça donne l'impression de... Ça donne, en fait, la vibration un peu que je peux ressentir quand je lis des romans asiatiques, particulièrement japonais. Donc, c'est pas nécessairement l'origine de la créatrice, mais ou du créateur.
Mais bon, c'est ce que ça m'a donné. Donc, vraiment, le côté... c'est vraiment un album pour les grands, celui-là. C'est un roman graphique, là. C'est juste que il y a vraiment des chapitres et tout. C'est une histoire au long cours. Et c'est pas nécessairement pour les tout petits, mais c'est pas nécessairement pas pour les tout petits. Donc, c'est vraiment grand public, 7 à 77 ans. Mais c'est sûr que ça aborde quand même des sujets qui sont pas nécessairement évidents. Il va avoir aussi le deuil qui est abordé d'une certaine façon. Le deuil de peut-être des parents. Le deuil de tout comprendre dans un contexte, mais aussi le deuil d'une personne quand même peut-être proche qu'on aurait aimé mieux connaître. Donc, j'en dirai pas plus. Mais très belle lecture. Je suis bien contente de l'avoir découvert, cet album, ce roman graphique-là. Puis, ben, c'est ça. Je vais aller poursuivre ma petite journée, mais je voulais juste vous faire un petit coucou pour la lecture. Voyez-vous, là, je vous en parle, puis je suis encore émue. Mais c'est spécial parce que l'héroïne est pas... ben, c'est pas évident. C'est une héroïne qui souffre et qui exprime ça par la colère, donc elle repousse tout le monde. Donc, c'est pas une héroïne qu'on a nécessairement envie d'aimer au départ. On s'inquiète pour elle. À la limite, on a de l'empathie pour elle. On a de la pitié même peut-être pour elle. Mais c'est pas un personnage qui se fait aimer. Donc, c'est ça que ça aussi, c'est quand même assez rare. Puis, dans le fond, c'est le personnage secondaire de la poule qui permet d'un petit peu rééquilibrer tout ça parce qu'en fait, tous les gens qui tournent autour de cette jeune fille-là, c'est comme s'ils ne nous laissent pas découvrir qui ils sont ou ne laissent pas les aimer et tout. Donc, puis ça a l'air négatif quand je dis ça, mais c'est spécial. C'est vraiment comme atypique comme roman graphique, atypique comme entourage de personnage principal. Puis, ben, le déroulement après, c'est quand même intéressant. Il y a des choses qui vont se résoudre, mais il y a aussi beaucoup de choses dont on n'a pas, pour lesquelles on n'a pas les réponses. Donc, ça se termine quand même sur une fin ouverte. Donc, voilà. J'ai bien aimé ça. Fait qu'on se revoit dès que je peux. Et bonsoir. Alors, me voici. Ben, en soirée, visiblement, avec mon petit pyjama relax, tranquillou, en cette veille d'anniversaire. Oui, oui, demain, je change d'année d'anniversaire. Je sais pas si ça a tant d'importance habituellement, mais là, je commence à devenir pas mal dans les sommes, les nombres qui sont plus marquants, on dirait, pour moi. Donc, ben, je sais pas pourquoi, mais ce soir, j'avais envie de avoir un peu de temps pour moi. Mais je vais d'abord, en fait, vous parler de trois choses. Ouh. Le livre que j'ai terminé, donc j'ai fini par terminer, puis là, c'est pas péjoratif, mais le fameux Robert J. Lloyd que j'ai commencé, que j'ai découvert, en fait, cette semaine, et qui était le The Bloodless Boy, La Société Royale. C'était vraiment très, très bon. Je sais pas si j'ai eu un coup de cœur, parce que le seul bémol que j'ai, c'est que c'est un roman... Ben, c'est pas un bémol, dans le sens que j'ai quand même ressenti la densité de ce roman-là. C'est-à-dire que pour moi, oui, c'est un roman policier, mais c'est surtout un roman historique qui met de l'avant, comme je vous disais, la période au 17e siècle où il y a eu le renversement du roi par les alliés du Parlement, puis ensuite le retour d'un roi, mais qui était supposément pour le Parlement, mais qui est comme projet de Parlement. Fait que c'était vraiment un moment qui était ben, c'était très, pas problématique, mais complexe pour la société britannique. Et c'est particulièrement ça qui se passe. Donc, on a vraiment un rythme qui est très contemplatif, réflexion, historique. Donc, on a vraiment des données historiques. En même temps, c'est de la fiction. En même temps, il y a une enquête. En même temps, on suit qu'est-ce qui se passe. Puis on est comme impossible de se fier sur qui que ce soit là-dedans. Mais c'est ça, comme je vous dis, c'est très dense quand même. Donc, pour moi, c'est un roman historique, vraiment plus. Puis, un roman historique, mettons, peut-être pas pour ceux dont c'est le premier roman historique à lire. C'était indiqué sur la 4e de couverture, je pense qu'il y avait un blurb, je me souviens plus c'était de qui, mais qui disait, puis je me souviens plus c'est quoi le mélange entre tel livre et l'autre, mais je me souviens que ça disait que c'était un mélange entre Le nom de la rose d'Umberto Eco et un autre livre. Et c'est en effet très un feeling Le nom de la rose. Donc, si jamais vous avez déjà lu Umberto Eco, ou même à la limite, même l'adaptation cinématographique de Le nom de la rose fait quand même ressortir un peu l'ambiance qui est lancinante,
malaisante, en même temps qui fait transparaître vraiment l'authenticité, on dirait, on a l'impression, d'une époque qu'on connaît peut-être pas si bien, dans un contexte qui est très inextricable, avec des gens qu'on pense peut-être être des alliés, mais qui ne le sont pas, ou inversement. Donc, c'est un peu cette ambiance-là que j'ai retrouvée, puis c'est vraiment une super belle plume. C'est vraiment bien écrit. La construction est là, comme je vous dis, elle n'est pas simple. Faut quand même. C'est peut-être pas comme le meilleur roman si jamais vous n'avez pas super grosse concentration. Moi, j'ai lu en livre audio, puis ça a été difficile pour moi de lire en livre audio. C'est vraiment parce que je n'avais pas accès en version originale, en format papier. Parce que, en fait, non, je l'avais acheté, c'est pas vrai. Je l'ai acheté en numérique. Mais comme je fais beaucoup de déplacements, je l'écoutais plus souvent en livre audio. Puis, il y a au départ, au début du livre, en livre numérique, il y a un petit bottin des personnages. Puis, je pense que si jamais vous lisez, n'hésitez pas à vous y référer. Parce qu'à un moment donné, on est un peu. La mise en place est un peu. Elle peut porter un peu à confusion parce qu'on va vraiment comme voir les différents personnages qui vont être impliqués potentiellement dans différents angles. On va les voir, on n'a pas trop de mise en contexte. On est vraiment plongé dans l'espèce de côté explosif de cette époque-là. Le côté hush-hush. En même temps, problème de société, classe sociale, royauté versus souhait d'indépendance, démocratie. Mais aussi un gros accent sur pas le déploiement, mais l'émancipation, l'émancipation des sciences naturelles et des découvertes liées à la médecine. Donc, c'est pour ça que ça me faisait vraiment penser, dans le fond, au livre dont j'oublie encore l'auteur. Caroline, je suis pas bonne. Je vais remettre encore la vignette. Donc, c'est vraiment comme un... C'est un roman historico-policier, mais qui a vraiment un gros côté scientifique à l'intérieur. Dans ce côté-ci, c'est socio-scientifique parce qu'il y a vraiment un gros côté qui est basé sur la société de l'époque. Donc, quand je vous dis ça, ça n'a pas l'air très fluide, mais c'est fluide. C'est juste que c'est vraiment dense. Fait que ce qui est intéressant, c'est justement de bien comprendre le contexte historique, de bien découvrir les personnages, de voir si on s'y fie ou pas. Donc, tous les mécanismes en tant que tels d'une enquête sont là. Mais ça se passe au rythme puis à la manière de cette époque-là où il n'y avait pas les moyens qu'on a maintenant, où il y avait une grande place qui était quand même laissée à tout ce qui est croyance. Il y a aussi une guerre de religion à ce moment-là, dans l'Angleterre à cette époque-là. Donc, tout ce qui est croyance, foi, valeurs spirituelles, rituels, malédictions et tout ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est très typiquement le nom de la rose yin, disons, comme roman. J'ai vraiment aimé ça. C'est clair que je vais lire le deuxième tome qui est paru. Pas là, parce que ça demandait quand même beaucoup de concentration. Mais c'est vraiment bon. Si vous ne connaissez pas cet auteur-là, en tout cas, si vous le connaissez, parlez-moi en commentaire. Allez-y, je suis peut-être juste complètement larguée. C'est sorti chez Sonatine, je pense, en mon souvenir, en français. Donc, habituellement, c'est quand même, quand ça sort chez Sonatine, ça permet de faire découvrir au plus grand nombre, parce que c'est quand même les éditions que les gens sont habitués, en fait, de lire pour des bonnes découvertes, des plumes qui ont des caractéristiques assez singulières, assez qualitatives et tout. Donc, vraiment, mais bref, si vous ne l'avez pas découvert, allez-y si ça peut vous tenter. Mais comme je vous dis, attendez-vous pas nécessairement au rythme, ni au rythme d'un trailer, ni même au rythme d'un roman policier d'enquête moderne, parce que c'est vraiment dans un contexte de l'époque, avec tout ce qui était billet de l'époque. Mais en même temps, l'humain demeure l'humain, peu importe l'époque. Donc, j'ai vraiment aimé ça. Vraiment, vraiment. Ça n'a pas été facile comme lecture, dans le sens que c'était long, mais j'ai beaucoup aimé ça. Et bien évidemment, là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends pour commencer une nouvelle lecture? Puis là, bien, vu que je ne savais pas si j'allais poursuivre avec vous ce vlog-ci, puis j'étais comme, en fait, je veux en lire un. Donc, j'avais reçu, je me suis laissée guider par les signes de mes emprunts à la bibliothèque qui sont arrivés en même temps. Donc, j'ai reçu en livre audio via ma bibliothèque un livre de Kristen Perrin, qui s'appelle How to Solve Your Own Murder, en français, qui vient de sortir en français, évidemment, comment résoudre votre propre meurtre ou son propre meurtre. Donc, c'est un roman assez singulier qui me semblait avoir un humour assez intéressant. Donc, c'est un roman par une autrice qui est britannique, donc ça se passe en Angleterre. Et ça va se passer
principalement dans la réalité d'aujourd'hui, avec des sauts à l'époque dans les années 60. Et on va y suivre la tante, il me semble que c'est Grace, j'ai comme un blanc. La grande tante, il me semble que c'est Grace, qui, à partir du moment où, dans les années 60, elle a fait une petite séance avec une voyante, une jeune voyante, qui lui a prédit que son futur allait être rempli de dry bones, en tout cas d'eau asséchée, mettons, quelque chose comme ça, un petit peu référence à la mort, et que elle allait potentiellement être assassinée et qu'elle aurait à devoir se fier aux filles, mais dans le sens de filles de, comme daughters, et qu'il fallait qu'elle choisisse la bonne pour que ça puisse régler la situation. Donc, elle va passer sa vie, cette dame-là, à être certaine que ça va se passer, à finir par éventuellement se couper du monde, puis s'isoler et tout ça, puis essayer de faire un peu des façons, voyons, je vais le dire, des testaments. À répétition, parce que c'est quelqu'un qui est devenu assez riche, justement, parce qu'elle s'est mariée et tout. Puis elle va toujours comme jeter son dévolu sur la fille de quelqu'un qui est dans sa famille, toujours en fonction de ce qu'elle avait eu comme rencontre avec la voyante dans les années 60. Et là, dans le fond, on se retrouve dans les années d'aujourd'hui. On va retrouver Annie Adams, qui habite à Londres avec sa mère, qui est un peu une excentrique, une artiste et tout, qui s'appelle Laura, et qui est la nièce de cette dame-là, bien entendu. Et on va les retrouver alors que Annie Adams a 25 ans, est retournée vivre chez sa mère, ça ne tente pas tant que ça. Elle dit qu'elle écrivait des romans policiers, genre Cozy Mystery. Puis elle essaye, mais genre, elle ne fait pas super confiance. En même temps, elle n'a pas toutes les chances de son côté. Souvent, elle ne révise pas ses textes, puis elle les envoie quand même aux éditeurs. Puis elle est comme, oh mon Dieu, mais rappelle pas. Ben, c'est comme, bon. Puis elle reçoit un matin une lettre recommandée qui lui dit qu'elle doit se présenter dans le patelin de où sa mère a grandi, dans le fond, pour aller rencontrer l'avocat de cette tante-là qui veut discuter du testament avec elle, puisqu'elle est supposément l'héritière principale du domaine de cette tante-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette tante-là possède également, entre autres choses, dont un domaine qui est dans le patelin de la maman de Annie Adams. Elle possède aussi une maison à Chelsea, à Londres, qui est la maison que Annie et sa maman occupent en ce moment comme, mettons, gardienne de maison, disons, c'est pas la leur, mais c'est elle qui l'habite. Donc, elle va être un peu surprise parce que techniquement, jusqu'à tout récemment, ça avait toujours été sa mère qui était désignée comme légataire. Puis là, finalement, c'est un peu bizarre. Donc, elle va se rendre là-bas pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Et ben, écoutez, c'est là qu'on va voir que peut-être que le destin avec un grand D existe peut-être bien. Donc, à date, j'aime vraiment beaucoup le ton. C'est super humoristique. Tous les codes auxquels on s'attend vont être là, mais en même temps, il y a vraiment un petit côté un peu humour britannique. Ça se prend pas super au sérieux. C'est toujours du point de vue... Bien, dans le sens... C'est authentique, c'est bien construit. Mais ce que je veux dire, c'est que le narrateur lui-même, on sent qu'il veut un petit peu jouer avec le lecteur. Il y a de l'humour, l'introspection, discours intérieur de la personnage principale, Annie Adams, qui est quand même comique. Là, à un moment donné, je m'étais dit, il va-t-il avoir un petit peu de romance? Je pense que oui, mais en même temps, même dans la romance, le personnage principal ne se prend pas tant au sérieux que ça parce qu'elle est juste comme, non, je vais genre résister à ça et tout. Et ben voilà. Donc, j'en dis pas plus, mais à date, ça me plaît beaucoup. J'ai l'impression que je vais être capable de terminer potentiellement avant la fin de ce vlog-ci. Fait que peut-être que ce sera ma dernière critique pour le vlog. Mais sinon, ben, je vous en parlerai dans le prochain, tout simplement. Mais super lecture en cours. Et ben là, encore un book haul de bibliothèque. Mais c'est pas de ma faute si tu avais tardivement. J'ai enfin, finalement, je suis allée chercher ma version, mon livre blanc de Anne Cagne, pardon. C'est en français, chez Le Serpent à Plumes. C'était la version française de The White Book, qui est dans ma pile à lire pour le Mars au féminin de Fluent Books. Donc, pour ceux qui auront regardé la petite vidéo qui est parue cette semaine, sinon je vous invite à aller la voir pour ma pile à lire de ce fameux défi-là que j'aime beaucoup à chaque année. Ben là, je l'ai reçu finalement. Donc, je l'ai en français, mais bon, c'est traduit du coréen. Donc, j'ai pas nécessairement j'ai pas l'intention de le lire en coréen, donc je vais lire en français. Puis, ben c'est ça, je lis jusqu'à peut-être mi-mars, donc je vais peut-être le lire en priorité. Puis c'est vraiment sous forme de petites, de bribes, dans le fond, ce livre-là.
Pour plus de détails, je vous invite quand même à plus écouter ma pile à lire. Mais bref, j'étais contente de l'avoir reçu à temps puisqu'on est le 27 février et que le défi commence dans 2 jours. Donc, ça c'est peut-être le premier livre que je vais lire, potentiellement. Alors voilà, sans plus tarder, je vais me remettre à ma petite soirée de doudou avant ma nouvelle année qui s'ajoute à mon total, mon âge total, comme on dit. Puis on se reparle dès que je peux. Hey, bonjour! Alors, je vous fais un rapide coucou en direct de ma fête, mais oui. Alors, finalement, j'ai décidé, comme le vlog était quand même assez long, ben, j'aurais pas vraiment le temps, sans doute, de terminer ma lecture, ma nouvelle lecture audio dont je vous parlais. Donc, ça sera pour le prochain vlog. Voilà, vous aurez besoin de regarder le prochain vlog pour savoir ce que j'en pense. Mais je me suis dit, je vais lire un roman graphique, je vais essayer une coupe, puis là, je suis tombée là-dessus. Et je l'ai lu d'un coup, je l'ai dévoré. Mon Dieu, Sa Majesté des Mouches, évidemment, de William Golding, adapté par Aimé de Jong ou Aimé de Jong chez Dargaud en roman graphique. C'était... Oh là là! C'était marquant. Bon, moi, j'avais jamais lu le classique de Golding. J'avais même aucune idée de quoi ça parlait, en fait. J'étais vraiment... Je savais que c'était un classique, je savais que ça faisait référence à l'enfance, à la société. C'est pas mal ça, en fait. Mais sinon, j'avais aucun autre repère. Puis j'ai été soufflée. Bon, j'ai comme pas lu l'original, mais je sais, l'autrice à la fin dit que elle s'est basée vraiment sur la version anglaise de Golding pour toutes les phrases traduites qui sont la narration globale, disons, du roman graphique, donc pas les discours, pas les dialogues. Donc, c'est ce qui fait que c'est le plus authentique possible. Mais, mon Dieu, cette histoire est remuante. Mais on va parler des deux points. L'histoire, ma foi, si jamais vous ne savez pas trop, c'est l'histoire de un écrasement d'avion, des enfants qui viennent peut-être, des jeunes qui viennent peut-être d'une école, il y a différents âges, des tout petits, des moyens et des plus ados, qui vont s'échouer sur une île après un écrasement d'avion. Et il n'y a pas d'adulte avec eux. Si bien qu'il va falloir qu'ils s'organisent un peu pour survivre. Et c'est des enfants, puis ils vont essayer de s'organiser au mieux. Puis c'est là qu'on va voir comment évolue l'humain dans un moment de reconstruction. Bien, évidemment, c'est une analogie, là, mais une espèce de simulacre de genèse, en fait, de reconstruction à partir du départ. Comment va s'organiser la société. Et si au départ, on a vraiment le principe de ça prend un leader, il va y avoir une élection démocratique et tout, ils vont prendre des décisions, ils vont essayer de s'organiser. Éventuellement, les pulsions de l'humain vont être plus fortes. Il va éventuellement avoir évidemment des dissensions et jusqu'à la guerre, jusqu'à la cruauté. Et pourtant, c'est des enfants. Mais ça démontre vraiment comment l'humain semble être son propre pire ennemi dans la société, même si on partait d'une base qui est mettons, neutre, entre guillemets, même si chaque enfant a bien sûr son bagage. C'est quand même assez dur, évidemment, quand on voit naître, en fait, le côté soif de pouvoir, soif de contrôle, qui, même si ça peut être gouverné par la peur, reproduction de modèles de la société comme, évidemment, écraser les plus faibles, ce principe-là et tout, désensibilisation en état comme ça de survie, puis de guerre de pouvoir et tout, désensibilisation à l'impact réel des actions, donc la fin justifie toujours les moyens, même quand c'est des moyens qui sont funestes. C'était marquant, c'était... Gosh, je me demande comment ça se fait que j'ai pas lu ça avant. Puis le fait que je l'ai découvert par l'adaptation graphique d'Aimé de Jong, c'est excellent, là. Vous avez vu quelques planches, mais sa composition, elle laisse place au texte. Voyez-vous, c'est ce que je donnais comme exemple, dans le fond, comme ici, tout ce qui est ici dans la narration, dans l'espèce de petits rectangles, c'est tiré de la version officielle du livre en anglais, traduite en français. Donc, elle laisse la place à l'histoire sans nous
mais tout en embrassant le fait que c'est vraiment une adaptation. Donc, elle ne va pas juste nous assommer avec les parties du texte original, elle va laisser l'action se passer. On va apprendre à connaître les personnages. J'ai bien aimé. Les compositions sont quand même relativement classiques, mais des fois, elle va se permettre de laisser un peu jouer l'émotion dans les compositions ici. Puis, tout ce qui est montée de la peur, montée de l'instinct de l'humain qui est qui est le pire ennemi, en fait, de ces enfants-là qui sont abandonnés sur le rivage. J'essaie de voir si je peux vous en trouver une, mais je trouve que c'est tellement... Comme là, voyez-vous, c'est... les enfants ont peur qu'il y ait un monstre sur l'île. Puis en fait, il va y avoir en effet quelque chose, mais qui n'est pas un monstre, parce que c'est comme ça qu'ils le perçoivent. Donc, voyez-vous comment elle a introduit ça? Ça vaut la peine si vous n'avez jamais lu le classique, vous n'avez pas eu l'opportunité de le découvrir, ou que vous avez peut-être juste vu l'adaptation en film, c'est Lord of the Flies. Précipitez-vous pour lire ce roman graphique-là. C'est une bonne brique, mais ça se lit avec fluidité. Le travail de la créatrice est juste admirable. Bien entendu elle rend aussi les honneurs au fait que l'histoire de Goulding est tellement évocatrice, est tellement remuante, et bouscule tellement les certitudes que c'est comme si pour elle, elle se dit, ben j'avais tellement déjà tout en main pour pouvoir faire un roman graphique, mais s'il vous plaît, ne pas minimiser le fait que ce roman est un bijou. Je trouve que l'adaptation en tant que telle est bonne, le rythme, le découpage, le temps graphique, le temps visuel qu'elle décide de donner à toutes les étapes de l'histoire, comment elle va embarquer le lecteur justement dans l'intériorité versus l'action. C'est un bijou de roman graphique. Alors voilà pour ma lecture d'aujourd'hui, Sa Majesté des Mouches, la version graphique par Aimé de Young chez Dargo. Et ce sera la dernière lecture du vlog. Alors j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire si jamais ça vous dit. Ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. Puis nous, on se retrouve dès que possible, genre dès que j'ouvre le nouveau vlog. Allez, à tout bientôt!